Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour. 13 minutes d'entretien pour éclaircir un sujet. Comment soutenir financièrement les pays du Sud face au réchauffement climatique? C'est l'un des axes de l'ONG One. Et pour en parler avec nous, nous recevons Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour et merci d'être avec nous sur Télésud. Bonjour et merci pour votre invitation. Donc, Najat Vallaud-Belkacem, vous avez été entre autres ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche jusqu'en 2017. Mais aujourd'hui, c'est en qualité de directrice France de l'ONG One que nous vous recevons. Donc l'ONG, elle se décrit comme un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables d'ici 2030. C'est un défi ambitieux. Comment vous vous y prenez ? En fait, tout simplement en concevant des mécanismes qui nous semblent être les plus pertinents pour financer l'aide au développement d'une part, mais aussi la confrontation aux grands enjeux, notamment de changement climatique. Une fois qu'on a conçu ces mécanismes de financement qui nous semblent pertinents, soit qu'ils viennent des États, soit qu'ils viennent des institutions internationales et notamment des banques multilatérales de développement, on va voir les acteurs en question et on essaie de les convaincre, on fait du plaidoyer pour ce faire, pression aussi sur eux pour que ces mécanismes puissent être adoptés. On se décrit souvent comme étant la voix de ceux qui n'ont pas voix au chapitre parce que finalement les populations les plus pauvres du monde, les plus vulnérables, celles qui sont plongées dans l'extrême pauvreté, qui n'ont pas accès à des soins et qui meurent de maladies qu'on sait pourtant évitables, elles sont rarement représentées dans les grandes instances internationales, dans les réunions multilatérales, auprès des gouvernements des pays riches. Et donc nous, on est un peu la voix de ces populations-là pour défendre en permanence leurs intérêts et surtout l'intérêt qui est le leur d'être tout simplement en vie et de vivre dans de bonnes conditions. Et justement, aider ces personnes-là et aider les personnes du Sud à l'heure du dérèglement climatique, c'est la question qui va occuper les 22 et 23 juin, le sommet international pour un nouveau pacte financier mondial organisé par le président français Emmanuel Macron à Paris. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet ? On attend déjà une prise de conscience réelle de la part de tous les pays qui y seront présents, mais aussi des institutions internationales et du secteur privé, puisque un certain nombre de fonds de pension, de grandes banques seront également autour de cette table. Une prise de conscience de ce que apporter des réponses à la hauteur du changement climatique qui est déjà en cours et qui provoque de terribles catastrophes, notamment au sud du monde, et à la hauteur aussi des besoins en développement, et on a vu à quel point l'extrême pauvreté, l'insécurité alimentaire étaient remontées malheureusement ces dernières années avec le Covid ou la guerre en Ukraine. Donc apporter des réponses à la hauteur de tout cela, ça nécessite que chacun y mette du sien, le public, le privé, les banques mondiales, que l'on revoie des fonctionnements qui sont des fonctionnements désormais datés, comme par exemple la façon dont les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, fonctionnent aujourd'hui et qui ne leur permettent pas de prêter suffisamment d'argent, de soutenir financièrement les pays vulnérables et les pays intermédiaires. Et donc il faut revoir tout cela. Et puis enfin, on attend finalement de tous ces participants à ce sommet qu'ils se mettent d'accord sur le fait que pour être à la hauteur de ces ambitions-là, il faut y consacrer au moins 2% du PIB mondial, produit intérieur brut mondial par an, que les montants qui seront en dessous de ça ne seront malheureusement pas suffisants. Et vous l'évoquiez justement, à l'occasion de ce sommet, il est question de réformer en profondeur les financements internationaux. Vous le disiez, les institutions financières comme le FMI, est-ce que ce sont des institutions encore adaptées aux défis actuels ? Ce qu'on a constaté vraiment, c'est que, vous savez, ces institutions, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, elles ont été créées et donc pensées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte qui n'était quand même pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Pas seulement parce que le changement climatique dans son amplitude n'avait pas cette réalité qu'il a aujourd'hui, mais aussi parce que les États même autour de la table au moment de concevoir ces institutions n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. La plupart des pays qui ont été décolonisés par la suite n'avaient pas connu cette décolonisation, donc ils n'étaient pas autour de la table. Il n'y avait quasiment pas de pays d'Afrique autour de la table pour réfléchir à ces institutions de Bretton Woods. Donc, ce sont des institutions qui ont été créées, au fond, par les pays du Nord, par les pays riches, et qui ont continué toutes ces décennies à être finalement plus efficaces au service des pays riches que des pays pauvres. Alors que ce sont les pays pauvres
qui en ont le plus besoin et quelles sont censées ces institutions être un mécanisme de financement de l'économie mondiale, mais aussi surtout de la solidarité mondiale. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est par exemple que la Banque mondiale, en affinant davantage le ciblage qui est le sien, en rendant beaucoup plus efficaces les prêts qui sont les siens, en acceptant par exemple d'éroder un petit peu le ratio entre les prêts et son capital, en faisant en sorte d'être plus réactif face aux besoins des pays, eh bien, se mettent véritablement au service des pays vulnérables et intermédiaires. Ils ont besoin de nous parce que, au fond, dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le système des marchés financiers en particulier, ils n'ont pas les mêmes capacités de réactivité face à une crise que nous pouvons avoir, nous, au Nord. Lorsque la crise du Covid-19 a éclaté, par exemple, les milliers de milliards de dollars que nous avons dépensés au Nord pour faire face, pour soutenir notre population, notre économie, faire de la recherche et développement en santé, etc., eh bien, il n'existait pas au Sud. Et donc, du coup, ce Sud s'est souvent trouvé à la traîne. Et ce que nous aimerions, nous, c'est concevoir un avenir où les choses fonctionnent différemment. Et les institutions internationales qui sont là pour financer le système mondial, normalement, doivent répondre à cet enjeu-là. Mais ce sommet-là, ces modes de financement que vous évoquiez, on a l'impression qu'ils ont un peu atteint leurs limites. Cette question justement de réforme des financements, elle avait été abordée en novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'objectif, c'était de permettre une compensation financière des dégâts environnementaux causés par les pays riches aux pays pauvres. Là, on parle de transition énergétique en échange d'une solidarité financière. Je vous repose la question, est-ce qu'on n'a pas atteint les limites des modes de financement ? Non, parce que, en fait, encore une fois, quand il s'est agi de faire face au Covid, ou quand il s'agit de faire face, par exemple, en ce moment même, au phénomène climatique El Niño, eh bien, vous voyez que ce sont des dizaines de milliers de milliards de dollars qui sont finalement trouvés quand c'est utile au Nord. Donc, ça veut dire que l'argent existe, en fait. La question, c'est comment est-ce que on n'attend plus d'être confronté à la catastrophe, qu'elle soit pandémique ou climatique, pour finalement devoir sortir beaucoup plus d'argent pour faire face au problème. Comment est-ce qu'en s'y prenant en amont, en anticipant, en réalité, ça a l'air d'être des montants importants, mais en fait, ça nous coûte moins cher à nous, le monde. Et deuxièmement, comment est-ce que cet argent, il est de façon juste, équitable, éthique, mise à disposition, pas seulement pour les besoins du Nord, mais aussi pour les besoins du Sud. Et on sait que le Sud, non seulement en a plus besoin aujourd'hui pour les raisons que je disais, par exemple, regardez le nombre d'États au Sud qui croulent sous le poids d'un endettement beaucoup trop important et qui ont besoin de retrouver des marges de manœuvre budgétaires de toute urgence pour faire face aux besoins de leur population. Donc le Sud en a besoin plus que le Nord aujourd'hui, mais surtout, le Sud, d'une certaine façon, est quand même victime d'une série de décisions qui ont été prises au Nord depuis des années et des décennies, et notamment le développement industriel, tout simplement, qui fait que les émissions de gaz à effet de serre, c'est du Nord qu'elles proviennent, mais ceux qui en subissent les effets très directement, c'est au Sud qu'ils se trouvent. Et honnêtement, ce qui a été décidé à Sharm el-Sheikh, puisque vous y faisiez allusion, c'est-à-dire la création d'un fonds dit pertes et préjudices qui va permettre que le Nord puisse indemniser le Sud des préjudices subis du fait du changement climatique, eh bien, ça fait partie de ces engagements qui sont pris dans les sommets internationaux, mais desquels on ne voit jamais la réalité, parce que concrètement, personne n'a dit à Sharm el-Sheikh qui allait payer, selon quelle clé de répartition. Et donc, le sommet de cette semaine à Paris, il a été à l'origine convoqué par Emmanuel Macron précisément pour que ce genre de discussion puisse avoir lieu, ces clés de répartition puissent être vraiment passées en route. Nous espérons que ce sera le cas. Si on arrive à avancer ni sur ce point-là, ni sur les autres engagements pas encore respectés par le Nord à l'égard du Sud, ni sur la réforme des banques multilatérales de développement, alors malheureusement on pourra dire que ce sommet n'aura servi à rien. Mais moi, tant qu'il n'a pas eu lieu, je veux croire qu'on ne fait pas venir des chefs d'État du monde entier à Paris pour ne pas se dire grand-chose.
Vous le disiez justement, il y a certains chefs d'État qui jusqu'ici n'avaient pas de siège, ou du moins qui n'avaient pas de voix dans ce genre de sommet. Là aujourd'hui, enfin jeudi, on va recevoir le président des Comores et le président d'exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, Macky Sall pour le Sénégal. Est-ce que c'est l'occasion pour eux d'avoir une voix qui est entendue? Ça, c'est un sujet vraiment très important. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure en rappelant que les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et FMI, dataient du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc en fait finalement qu'une partie du monde autour de la table. Et bien, de la même façon, les principales instances internationales dans lesquelles se fait aujourd'hui le multilatéralisme, se prennent les décisions importantes, G20, G7, Club de Paris s'agissant de l'endettement, etc., sont des instances dans lesquelles le Sud n'est pas représenté. Alors nous, chez One, on fait pression vraiment très très forte pour qu'à minima au G20, l'Union africaine puisse avoir un siège permanent et pas simplement être invité d'après la bonne grâce des membres actuels du G20. De manière générale, c'est sûr que vous ne pouvez pas construire un monde équitable, un multilatéralisme équitable si vous oubliez d'écouter la voix de la moitié de ce monde. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ce sommet de juin, d'une certaine façon, c'est un pas intéressant parce qu'il a invité les pays du Sud comme du Nord, il les met autour de la table, on l'espère, dans des conditions équitables pour partager et pour prendre des décisions. Cela étant, une fois que j'ai dit ça, on a tous remarqué par exemple qu'au sein du G7, seule l'Allemagne sera présente au sommet de Paris et c'est un vrai regret que les autres pays du G7 ne soient pas venus ou aient envoyé des ministres parce que ça veut dire qu'ils ne traitent pas très au sérieux finalement l'enjeu alors qu'il est considérable. Et parmi les autres personnes qui risquent d'être scrutées au sommet, il va y avoir le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga. En mars dernier, il avait notamment mené une opération séduction en Afrique pour tenter de convaincre les pays émergents qui souhaitent avoir plus d'influence dans les institutions internationales. On peut se demander si les actes vont suivre les paroles. Oui, alors honnêtement, nous, on n'est pas mécontents que Ajay Banga ait pris la tête de la Banque mondiale parce que malgré tout, il a l'air plus volontariste que ne l'était son prédécesseur, et notamment à l'égard de la nécessité de financer la lutte contre le changement climatique. Je pense aussi que c'est très important en termes de calendrier qu'il soit amené à venir faire l'une de ses premières grandes interventions publiques ici à Paris, au sommet. Je crois que ça va lui mettre la pression, enfin en tout cas j'espère, pour venir avec des choses dans son escarcelle, des choses à annoncer. Nous par exemple, chez One, ce qu'on demande à la Banque mondiale, c'est précisément en apportant les réformes de fonctionnement que j'évoquais tout à l'heure, d'être en capacité de tripler les financements qu'elle accorde aux pays vulnérables et pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire de passer de l'ordre de quelques 400 milliards à quelques 1200 milliards. Et on a fait nos calculs, je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, mais c'est faisable, c'est vraiment réalisable. Et la Banque mondiale, pour l'instant, n'est pas encore à ce niveau d'ambition, mais c'est ce que nous allons à nouveau demander à M. Banga. Justement, quel rôle peuvent jouer des ONG comme One en termes de pistes de réflexion, de plaidoyer pour faire avancer véritablement le débat sur les changements climatiques ? Alors d'abord, le rôle que joue One et qu'on joue dans le monde des ONG, un certain nombre d'entre nous, c'est vraiment d'être des veilleurs, entre guillemets, des veilleurs éclairés. C'est-à-dire que nous, ce qui nous insupporte, c'est les innombrables engagements pris dans des sommets internationaux, des grandes réunions du G7, etc., qui ne sont pas suivis d'effet ensuite. Et même parfois, on voit des chefs d'État revenir à une prochaine réunion et puis reprendre exactement le même engagement en pariant sur l'absence de mémoire des opinions publiques. Alors nous, nous, on ne dit rien, nous, on passe notre temps à checker, à faire de l'évaluation et donc du coup à revenir. Et ces longs mois avant le sommet, ils nous ont servi à ça, à revenir vers les États en disant, bah là, le sommet, ça va être l'occasion pour vous de vous acquitter de vos dettes en quelque sorte. Tous ces engagements pris sur la question du climat en 2009, vous aviez prévu, vous aviez annoncé 100 milliards de dollars pour aider les pays du Sud. Sur la question des droits de tirage spéciaux dont vous aviez annoncé il y a 2 ans que vous alliez les réallouer aux pays du Sud, etc., vous ne les avez pas respectés. Donc, au sommet, vous devez
commencez par respecter tout ça, vous acquitter de vos dettes, sinon votre parole n'est pas audible et n'est pas crédible. Et ensuite, pour le reste, eh bien, voilà ce qu'on juge à la hauteur de l'ambition du défi climatique et du défi du développement. J'en ai un peu parlé et on espère qu'on sera entendu. Bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes directrice France de l'ONG One. Merci d'avoir été sur Télésud et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel entretien du jour. Je vous dis à très vite.